Entre abstention de plus en plus accrue aux élections, le déclin des grands partis, la réputation détestable des hommes politiques, la démocratie française est en pleine crise. Près de 400 000 grévistes sont attendus dans les rues, 2 fois plus que la mobilisation du 10 septembre dernier. Que se passe-t-il en France? Macron va-t-il démissionner sous le poids de la pression populaire? Analyse et décryptage dans cette nouvelle émission. L'actualité en débat sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Je serai en compagnie de 2 analystes politiques sur ce plateau. D'abord, M. Hassan Batienou, plus connu sous le nom de Batienou de Kion. Bonjour, M. Batienou. Et soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Et deuxième invité pour décrypter cette actualité en France, M. Til Konaté. Til Konaté est le secrétaire général du CAR. 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonjour, M. Konaté, soyez le bienvenu également. Alors donc, veuillez vous asseoir et on va commencer tout de suite maintenant. Eh bien, 8 jours après le mouvement, bloquons tout. Les principales organisations syndicales françaises ont choisi le 18 septembre pour donner de la voix, dénoncer les orientations budgétaires du gouvernement sortant de Bayrou malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre. C'est une mobilisation folle qui est attendue, près de 400 000 manifestants et la présence de manifestants radicaux dans les cortèges des grandes villes. Alors, je vais commencer par vous, M. Konaté. Alors, le ministre démissionnaire français, donc le ministre des Transports, Philippe Tabarot, redoute une journée de jeudi noir. Est-ce le signe d'une démocratie française en perte de vitesse? Alors, bonjour M. Dabira, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Et évidemment, je crois que l'actualité de notre époque et du pays, on va appeler ça quand même le pays occidental avec lequel nous avons eu le plus à faire dans l'histoire récente, est très singulière en fait de l'évolution du monde actuel, en lien avec la géopolitique, la mondialisation, les rapports économiques et évidemment avec la démocratie. Il y a aujourd'hui un mot très utilisé en France, c'est la notion de fatigue démocratique. C'est ce que nous on appelle de fatigue démocratique. La démocratie très clairement, est épuisée. Elle est arrivée à un point de bascule où véritablement la population n'y croit plus. Parce que depuis au moins 30 ans, il y a ce discours qui est récurrent, évidemment, dans les discours des populations françaises et occidentales même en général, qui est que les votes ne permettent pas de changer en fait la réalité. Parce que la réalité, c'est que, et nous-mêmes on était dedans, la population vote pour élire des hommes qui appliquent des agendas décidés par des hommes qui n'ont jamais été élus. Quand vous êtes élu comme président en France, vous devez appliquer des injonctions de l'Union européenne, dont les responsables ne sont pas élus. Vous devez appliquer les injonctions de la Banque mondiale et du FMI, comme en Afrique, dont les responsables ne sont pas élus. Et finalement, le pays est dépeuplé de ses industries, le pays sombre dans le déficit, le pays s'endette constamment. C'est ce modèle qu'on nous a vendu. Évidemment, c'est ce modèle qui nous a créé des crises. Mais même les géniteurs ne vont pas échapper à cette crise. Et c'est le début de la crise, évidemment, dans un pays comme la France. Dans un pays comme la France, alors M. Batienou de Kion, comme l'a dit M. Til Konaté, est-ce le signe des limites? Est-ce que là, on est en train de toucher du doigt les limites de la démocratie représentative? Déjà, il faut souligner qu'il n'y a jamais eu une démocratie au niveau de la France. La France a été un pays qui n'a jamais su créer ses propres valeurs, qui a toujours parfois copié, qui a toujours tantonné et qui est victime d'une civilisation anciennement connue et qui a fini par montrer ses limites. Il faut souligner qu'Aimé Césaire, dans son document, le discours sur la colonisation, disait qu'une civilisation qui s'avère incapable de trouver des solutions face à des problèmes qu'elle-même elle a créés, c'est une civilisation décadente. Une civilisation également qui décide de fermer les yeux sur les limites de ses propres créations, c'est une civilisation atteinte, également une civilisation moribonde. Aujourd'hui, la civilisation occidentale, précisément française, a fini par montrer ses limites, que d'abord c'est une civilisation moribonde, une civilisation atteinte, une civilisation décadente. Une civilisation décadente parce qu'il faut rappeler que depuis les années 1990, avec la fameuse blague de Mitterrand, je vais parler du discours de la Baule qui a donné naissance à cette pseudo-démocratie. On a fini par se rendre compte que la France était en train de trouver d'autres repères parce qu'il était avéré que son système civilisationnel ne fonctionnait plus du tout. Les événements qui nous ont été donnés de constater tout récemment ont montré qu'effectivement, ce sont des Français qui sont
fatigué. Fatigué d'une élite extrêmement mafieuse, dictatoriale, qui rencontre régulièrement à Bruxelles. Parce que, M. Konaté le disait tantôt, Macron n'a pas été élu pour gérer uniquement des problèmes des citoyens français. Il rencontre à Bruxelles. Vous savez que depuis un moment donné, le mouvement Bloquons tout, et qui a fini par exemple par tout bloquer effectivement le 10 septembre passé, c'est un mouvement qui a fini par faire son propre diagnostic. Et le diagnostic est qu'aujourd'hui, la France est à terre économiquement, avec une politique désaxée, une économie très boiteuse, et dans sa civilisation, elle devient désormais incapable de se projeter et de créer les conditions pour rendre heureux quand même les citoyens français. Aujourd'hui, il faut souligner également qu'après plusieurs siècles, on a fini par se rendre compte que la France demeure l'un des rares pays au monde qui n'a jamais su comment on travaille pour pouvoir nourrir ses propres enfants, qui n'a jamais appris à ses enfants comment on travaille pour être indépendant, qui n'a jamais appris à ses enfants comment on travaille, qu'on mange à la sueur de son front. Avec l'or du Burkina Faso, l'or du Mali, l'or du Niger, l'uranium du Niger, le phosphate que nous, par exemple, au niveau du Togo, le cobalt au niveau du Congo, etc. La France pensait que c'était en réalité son propre développement qui se hissait. Mais il arrive que quoi? Frantz Fanon le disait, que l'Afrique était à la forme d'un revolver dont la gâchette est située au niveau du Congo. Aujourd'hui, nous pouvons caricaturer cela en disant que l'Afrique est désormais la forme triangulaire, dont les différents gardiens sont le camarade capitaine Ibrahim Traoré, le camarade général Assimi Goïta, le camarade général Abdraman Tiani. Et donc, ces gardiens-là sont en train d'éveiller l'ensemble des différentes consciences à travers tout le continent africain. La jeunesse africaine souffre incurablement de révolutions. Révolution du point de vue économique, révolution du point de vue politique, révolution du point de vue social, mais surtout même révolution civilisationnelle, parce qu'on ne nous a jamais enseigné que l'Afrique a une civilisation. On nous a toujours enseigné que nous manquions de tout jusqu'à une civilisation, alors que nous sommes le berceau de l'humanité. Et donc, avec ces trois mousquetaires, je cite par exemple... L'histoire est en train de donner raison, effectivement, avec ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'AES. Et donc, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdraman Tiani sont en train de semer une graine qui est en train de pousser pour pouvoir contaminer positivement l'ensemble de toutes les générations. Et la France, ce qui se passe aujourd'hui, la France est en train de récolter ce qu'elle n'a jamais su. Mais que cherchent les Français? Ils ont au niveau de l'Assemblée, demandé la démission donc, du gouvernement de Bayrou. Aujourd'hui, il y a un nouveau Premier ministre. Avec ces manifestations qui ne faiblissent pas, que cherchent réellement les Français? Mais ils cherchent un repère. Ils cherchent juste l'étoile filante. Ils cherchent juste à revivre comme dans les années datant avant, par exemple, les années 90. Parce qu'il faut rappeler que Mitterrand fait partie des rares derniers chefs d'État quand même très valeureux qui pouvaient aller effectivement conquérir pour revenir donner aux Français à manger. Mais depuis l'époque, par exemple, de Sarkozy, l'époque de Hollande, jusqu'à ce qu'on tombe sur le catastrophe démocratique, par exemple, diplomatique Macron, on retrouve qu'en réalité, la France n'existe plus. D'abord, rappelez-vous qu'aujourd'hui, la dette de la France est devenue vertigineuse, jusqu'au point que les Français ne savent même plus si l'an 2030 va les trouver encore tant qu'ils ne sont pas sous tutelle du FMI ou de la Banque mondiale, parce que le débat est sur la table. Est-ce qu'il faut mettre la France sous tutelle du FMI? Est-ce qu'il faut mettre la France sous tutelle, par exemple, de la Banque mondiale, jusqu'à ce que le dernier rapport de Fitch tombe avant-hier, où la France a été dégradée de A à moins à A+, depuis il y a de cela moins d'une semaine. Donc la situation économique de la France est devenue tellement catastrophique que chaque jour, la France est obligée d'emprunter au minimum 1 milliard d'euros pour pouvoir atteindre 20 heures. Alors, monsieur Konaté, les Français ont demandé à travers l'Assemblée nationale la démission du Premier ministre qui est parti, le ministre Bayrou plutôt, qui a été remplacé. Voilà. Mais que cherchent véritablement les Français? Non, en vérité, c'est la tête de Macron, du monarque présidentiel. C'est le mot qu'ils utilisent. Parce qu'en fait, il faut bien remarquer nos modèles qui sont taillés sur nos modèles de république et aussi de démocratie qui sont taillés sur le modèle français, mettent le président à un niveau de monarque, en vérité. En France, Macron, il se comporte comme un monarque, comme Louis XIV. Hein, voilà, au XVIe siècle, il se croit comme un roi soleil. Il pense que c'est lui seul qui a les bonnes idées. Et en vérité aussi, les instruments juridiques, constitutionnels, légaux,
en lien avec l'encadrement du pouvoir, empêche que l'Assemblée puisse faire tomber le président. Vous avez vu qu'avant avant Bayrou et son prédécesseur, il y avait Elisabeth Borne, qui n'avait pas la majorité et qui passait par force. À l'Assemblée, elle arrive à l'Assemblée, elle veut faire passer une loi et elle ne veut pas qu'on vote, parce qu'elle sait que ça va perdre. Elle dit, bon, je décrète qu'en vertu de cette loi, voilà, la loi est adoptée. Donc, en fait, il faut se rendre compte d'une chose. Macron sait qu'il est contesté. Macron a été élu sur la base d'une volonté des puissances d'argent. C'est la presse. La presse aujourd'hui qui est alignée comme des chiens de garde contre l'AES et qui est possédée en majorité par des milliardaires en France là-bas. C'est cette presse-là qui a sali d'abord tous les autres candidats sérieux et qui a fait de Macron l'homme providentiel, que les Français ont découvert comme étant un génie. Donc il n'avait jamais rien réussi de spectaculaire. Il n'avait jamais été élu auparavant. Il a été élu et les populations pensaient effectivement qu'il était là sur un programme qui visait à faire de la France ce qu'on appelle la Start-up Nation, une nation dynamique, économiquement prospère. La France est en déficit économique depuis 1975. C'est-à-dire, les 30 glorieuses en France ont pris fin en 1975. Ce déficit-là, c'est quoi? Vous vous rendez compte que cette année, en avril, le dernier rapport du service comment on appelle ça, des régies financières, avait fait remarquer que notre balance commerciale, celle du Burkina Faso, a atteint un niveau d'excédent, d'exportation par rapport aux importations. Et pourtant, Dieu sait à quel point tout au long de notre cursus scolaire, on a appris que notre balance commerciale était déficitaire. Mais en France, depuis 1975, la balance commerciale, elle est déficitaire. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'aller chaque fois sur les marchés financiers, auprès des banques, auprès des fonds de pension, pour s'endetter. Et au moment où ils s'endettent, les industries, qui la plupart du temps rapportent de l'argent aux États, les industries se délocalisent en Asie, dans d'autres pays ou en Afrique, pour des main-d'œuvre moins chères, mais les propriétaires des usines s'enrichissent. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Les 2 ou 10% de Français se sont enrichis énormément lors des 30 dernières années. Mais les 80% de la population réelle s'est appauvrie de façon atroce. Mais c'est le même schéma, à quelques détails près, qu'on trouve en Afrique. Dans les années 90, avec le discours de la boule auquel il a fait allusion, on a dit oui, c'est une nouvelle ère de démocratisation politique. Mais derrière cette ère de démocratisation politique, il y avait aussi un diktat d'ouverture économique qui visait surtout à démanteler en fait, le couvert industriel de l'État-providence. Comment l'État parvient à assumer ses charges sociales s'il n'a pas de capacité de création de richesses? C'est les usines qui permettaient de faire ça. On avait le GMB ici, on avait la Sofitex, on avait d'autres usines comme la SN Sosuco qui étaient des fleurons qui permettaient à l'État de gagner. Mais lorsqu'on démantèle toutes les entreprises, on les vend au privé souvent à 1 franc symbolique. Et on dit à l'État, ce n'est pas ton rôle, il faut te contenter des taxes. Les taxes ne suffisent pas, il faut prendre crédit. Ils ont appliqué ça chez eux, ils ont convaincu nos universitaires qui considèrent qu'ils sont intelligents d'adopter la même logique. Chez nous, ça a créé très rapidement des crises parce que nous-mêmes, nos États n'étaient pas encore à un niveau de solidité économique. La crise, elle était prévisible. Et le résultat est là. Est déplorable aujourd'hui. Oui. Alors, le gouvernement français annonce la mobilisation de près de 80 000 forces de l'ordre face aux éléments radicaux de type Black Bloc. Quels sont les différents scénarios qui se dessinent demain? Moi, je crois qu'essentiellement, on va sûrement assister au scénario que l'on a vu en 2022-2023, lorsqu'ils ont forcé la réforme des retraites, pour faire passer la réforme des retraites. Il y aura des éborgnés, il y aura des bras cassés, et c'est sûr qu'en tout cas, il y aura beaucoup de blessés. Mais, écoutez, il y a une analyste chinoise qui a suivi il n'y a pas longtemps qui dit il vaut mieux être bien gouverné que démocratiquement écrasé. La population française est à un niveau où ils sont démocratiquement écrasés et mal gouvernés. Alors, la démocratie ne garantit pas la bonne gouvernance. La démocratie libérale en particulier. Monsieur Bâtonnier de Kion, il y a l'homme d'État français Alain Juppé, ancien Premier ministre de 1995 à 1997, qui semble vous rejoindre. Et face à cette actualité, il dit que la France, la démocratie française souffre de la perte d'un certain nombre de repères et de valeurs. Quel commentaire vous en faites? Il semble vous rejoindre dans vos analyses. Bien sûr. Ils peuvent commencer à copier sur le système burkinabé, le système, par exemple, malien, le système nigérien, parce que ça fonctionne. Parce qu'il ne peut pas avoir une meilleure démocratie sans l'adhésion du peuple. C'est le peuple qui détermine la nature de la démocratie ou la nature du développement qu'il souhaite pour son propre épanouissement. Au niveau, par exemple, du Burkina Faso, effectivement, quand vous regardez
le système, par exemple, de l'accouchement des 6 initiatives présidentielles, c'est le modèle burkinabé qui a été conçu avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré et ça fonctionne. Et hier, sur nos plateaux, il y a un panéliste qui parlait de burkinisation de la justice à travers justement les tenues. Très bien. Tout à fait. Tout à fait. Il ne peut pas avoir une démocratie copiée-collée et qui puisse fonctionner. Ça ne peut pas. Alors, et c'est pourquoi nous avons dit, par exemple, à l'époque, que la constitution burkinabé qui est arrivée, nous savons tous à quel moment elle a été rédigée, où c'est les Français qui ont rédigé la Constitution et ils ont glissé dans la fesse, par exemple, de Wenzel Koulibaly. Il est venu s'asseoir, il a proclamé ça en 1958, où il a dit voilà notre Constitution. Et en 60, Maurice Yameogo lit la déclaration, par exemple, d'indépendance, où il dit que nous sommes indépendants. Donc, depuis lors, 58, jusqu'à aujourd'hui, on retrouve que nous végétions dans une démocratie, par exemple, ou dans une forme constitutionnelle qui nous est étrangère totalement. Aujourd'hui, quand vous regardez la nouvelle forme de développement du Burkina Faso, alors que je citais tantôt les différentes l'État burkinabé est en pleine refondation. Les différentes formes, les différentes initiatives présidentielles par exemple qui ont été créées, c'est le modèle burkinabé arrêté qu'on est en train d'accoucher. Et c'est un nouveau développement qui est en train de naître au niveau du Burkina Faso. Quand vous regardez le modèle économique, nous ne dépendons plus par exemple, de la Banque mondiale, du FMI, de bien d'autres institutions financières, impérialistes d'ailleurs, qui nous imposaient leur dictat. Aujourd'hui, le camarade capitaine Ibrahim Traoré dit que la meilleure façon de nous développer économiquement, c'est de créer notre propre économie en insérant le peuple lui-même comme base. On a l'impression que le modèle burkinabé et le modèle haïtien est en train d'influencer. En France, je vous cite un sondage, selon un sondage du magazine français, La Croix Hebdo, 42% des jeunes Français de 18 à 35 ans pensent qu'un militaire au pouvoir est un bon moyen de gouverner la France actuellement. Quelle est la réflexion que cela suscite? Absolument. Absolument. Puisque c'est quoi? On ne dit pas que l'armée, c'est la meilleure forme de discipline. Mais dans nos pays, la seule institution qui fonctionne encore, dans des pays comme des pays de l'Afrique, c'est l'armée qui semble avoir la meilleure discipline et qui est toujours enseignée. C'est pourquoi, par exemple, Jules Ferry disait que nous devons faire en sorte que les salles de classe deviennent des casernes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces casernes, on doit enseigner la discipline, on doit enseigner l'ordre, on doit enseigner, par exemple, le respect de la mère patrie et des valeurs patriotiques. L'ensemble de ces valeurs patriotiques, c'est ce que nous avons prôné, par exemple, avec les vacances, les émissions patriotiques, par exemple, au Burkina Faso, où il y a eu environ 60 000 jeunes burkinabés qui y sont allés. Ils ne sont pas allés totalement pour chanter. Ils sont allés pour acquérir d'autres valeurs nouvelles que la société ou l'État même n'est pas parvenu à leur inculquer depuis leur naissance. Et donc, depuis un moment donné, l'armée, c'est pas forcément, je dis que ce n'est pas forcément la meilleure institution dans tous les pays. Mais ce qui concerne des pays, par exemple, comme les pays africains, y compris la France, qui est en train de chavirer et qui est en train de se noyer chaque jour que Dieu fait, parce que François Bayrou même l'a dit, que désormais, la France est devenue comme un bateau où l'eau est en train de rentrer. C'est lui qui l'a dit. Donc, je pense qu'effectivement, il faut aller vers cette nouvelle réforme disciplinaire, parce que ce qu'on a vu dans les rues le 10 septembre, parce que c'est une forme de barbarie et c'est une démocratie qui est en train de s'effondrer à jamais. Alors, tel qu'on a été, quel est le commentaire que vous pouvez faire, la réflexion que vous pouvez faire donc, de ce sondage-là d'un magazine français, La Croix Hebdo, qui estime que 42% de la jeunesse française de 18 à 35 ans pense qu'il faut un militaire au pouvoir pour mieux gouverner. Alors, est-ce qu'on dira que la gouvernance de l'AES est en train de bouleverser la perception extérieure au niveau de la France? Moi, je dis, en fait, ce sondage est la résultante d'un mal. C'est comme la température. Tu vois? Ce sondage est en fait un miroir de ce qui s'est produit dans l'AES. C'est une intercommunication entre les deux espaces. Et cela nous ramène en fait à analyser fondamentalement les enjeux premiers dans toute société humaine. Quelle est la finalité première d'une gouvernance politique dans un pays donné, quel qu'il soit, que ce soit sur Terre ou bien sur Mars? L'enjeu fondamental, ce qui valide définitivement la valeur d'un modèle démocratique, c'est sa performance économique.
le plus brillant modèle démocratique qui ne produit pas de la croissance économique, de la prospérité au service des populations, il est condamné. Vous savez qu'en Chine, par exemple, que les Occidentaux et les Français en particulier présentent comme un pays d'autocrates, si vous faites un sondage, ils vous diront à plus de 90% que leur modèle fonctionne bien. Pourquoi? Parce qu'au lieu que la Chine soit gouvernée sur un charabia et une prétention de coquetterie démocratique où on demande aux gens de voter pour élire des gens qui ne vont jamais faire ce qu'ils ont dit, eux, ils sont gouvernés sur la base d'un contrat économique. Le parti qui gouverne, et donc le président, a l'obligation de grouiller pour que la croissance économique dans le pays soit minimum de 4%. 4% minimum. Et 4% en Chine, ce n'est pas petit. Avec 4%, et même plus, vous savez que dans les années 90 et les années 2010, la Chine était fréquemment à des taux de croissance de 8, 9, 10%. Ça a permis de faire sortir 800 millions de personnes de la pauvreté. Ces personnes-là, la seule démocratie qu'ils connaissent, c'est l'augmentation de leur qualité de vie. En France, à contrario, vous avez des gens qui ont perdu en qualité de vie. Des gens qui ont vu leurs grands-parents vivre bien. Ils ont fait de bonnes écoles. Aujourd'hui, ils voient les écoles qui se dégradent. Des services de santé qui ne sont plus accessibles. Ils voient des quartiers qui sombrent, mais dans une situation, et ils voient énormément de gens qui deviennent des SDF. Vous allez les convaincre que le modèle politique qui est en place fonctionne. Si économiquement et sécuritairement ça ne fonctionne pas, ça veut dire que la démocratie a un problème. Mais le truc exceptionnel que, comment on va dire ça, que les idéologues de la démocratie libérale occidentale ont réussi à convaincre les populations, mais aussi nos élites, c'est de dire aux populations, si vous êtes en crise malgré la démocratie, ce n'est pas la faute de la démocratie, c'est votre faute. Alors que la vérité, c'est que les problèmes économiques, elles sont concomitamment liées à la question de la mondialisation. En Europe en particulier, elle a provoqué un dépeuplement industriel. Beaucoup d'usines ont fui. On nous raconte même souvent l'exemple d'une usine, comment on appelle ça, d'une usine textile. C'était dans une province française, dans laquelle le propriétaire a décidé de fermer l'usine pour aller les réinstaller dans un pays d'Asie. Et il proposait aux travailleurs, s'ils veulent garder leur emploi, de rejoindre l'usine dans le pays où il les a amenés, mais ils vont être payés selon les salaires de là-bas. Et le salaire de là-bas est inférieur au SMIC en France. Alors Batiano de Kion, le temps court à notre défaveur. Alors, selon le même magazine, et les jeunes Français rêvent d'un pouvoir autoritaire. En France, il nous faudra un Poutine selon les jeunes. Qu'est-ce que cela voudrait dire, à votre avis? Oui, cela veut dire tout simplement qu'ils ont besoin d'un président qui va les apprendre à travailler dur pour pouvoir s'en sortir. C'est un ras-le-bol du système. Absolument. Tantôt, je citais, à mon introduction, je citais par exemple Aimé Césaire. Moi, il dit qu'une civilisation qui s'avère incapable de trouver des solutions aux problèmes qu'elle-même a créés, c'est une civilisation décadente. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les Français, la jeunesse française a également les yeux ouverts vers d'autres horizons, tels que les pays de l'AIS, qui ont montré par A plus B que c'est possible de regarder dans son propre rétroviseur et de créer un modèle de développement. Parce qu'on nous avait pendant très longtemps chanté que sans le système occidental, ce n'est pas possible qu'un pays africain puisse quand même s'échapper de cette misère catastrophique dans laquelle nous végétions depuis des siècles. Mais aujourd'hui, nous avons fini par démontrer par A plus B que sans les firmes impérialistes, sans les mêmes institutions de Bretton Woods, il est possible que nous créions notre propre modèle de développement ou d'économie. Et donc, depuis un moment donné, vous avez écouté également Donald Trump pour aller dans le même sens que vous. Trump a dit que plus de 50%, 70% des Américains rêvent un président dictateur. Parce que chez eux, la notion de dictateur, ce n'est pas celui qui tue, ce n'est pas celui qui crame, ce n'est pas celui qui prive tout le monde de liberté d'expression, etc. Chez eux, le dictateur, c'est celui qui est capable d'opérer des changements pour un lendemain meilleur. Et ce lendemain éclairé. Et aujourd'hui, quand ils disent, par exemple, que les chefs d'État de l'AIS sont des dictateurs, nous nous réjouissons. Parce que le jour qu'ils vont commencer à les applaudir, M. Dabira, nous allons commencer à nous inquiéter. Il faudra qu'on s'inquiète en ce moment. Il faut qu'on commence à s'inquiéter. Parce que Sékou Touré l'avait dit à l'époque, que le jour qu'ils vont commencer à m'applaudir, sachez que je vous ai trahi. Alors monsieur Batiano, à la lumière de tout ce qui se passe en France en ce moment, quelle est la leçon que les Africains devraient tirer du modèle démocratique représentatif? Les Africains... Surtout les pays qui sont en train d'aller aux élections en ce moment. Non, tous les pays qui sont en train d'aller aux élections doivent comprendre qu'aujourd'hui,
la seule leçon que nous pouvons tirer, tous ceux qui ont copié le modèle français ont fini par échouer et ont fini par s'endetter jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à ce que tous les futurs se promènent avec même des sacs de dettes sur leur tête. Le Sénégal, c'est un cas palpable. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des institutions financières dans lesquelles le Sénégal ne peut plus contracter des dettes parce que c'est plus de 4 000 milliards de francs CFA que Macky Sall a disparu avec, et ce qui crée un problème économique au niveau du Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est un cas palpable parce qu'aujourd'hui, le modèle économique que Alassane Ouattara tente de développer, c'est le modèle français, et aujourd'hui, on l'appelle Papa Nadet. Jusqu'à ce que tous les ponts sur lesquels les Ivoiriens marchent, dans leur propre pays, les ponts sont en location jusqu'au palais présidentiel. Et aujourd'hui également, tous les pays, tels que par exemple le Bénin également, c'est la même chose. La seule leçon que nous pouvons tirer ici, c'est qu'il est possible que nous puissions créer notre propre modèle de développement, et il suffit seulement d'oser inventer l'avenir, comme l'a dit Thomas Sankara. Comme l'a dit le capitaine Thomas Sankara. Alors, tel qu'on a dit, vous avez moins de 3 minutes pour terminer. Quelle est la leçon que les Africains devraient tirer de ce qui se passe en ce moment? La leçon, c'est que nous devons célébrer l'AES. Et les 3 leaders qui ont eu l'intelligence historique et le courage, l'audace stratégique d'oser emprunter un chemin qui est propre. Dans une mer, ils ont osé vaguer à contre-courant, au moment où les élites politiques, où les élites de tous bords étaient alignées en file indienne pour se faire tamponner du sticker des démocrates. Les gars de l'AES sont sortis de nulle part et ils ont dit « la démocratie, ce n'est pas notre priorité ». Et effectivement, quel citoyen du monde mange la démocratie? Ce que les populations mangent, c'est la capacité de l'État à être suffisamment fort, organisé pour les protéger, pour leur garantir un mieux-être et garantir que les enfants vivront mieux qu'eux-mêmes. Et la vérité, c'est qu'aucune étude au monde ne prouve que la démocratie libérale garantit la prospérité économique. Aucune étude au monde ne prouve que la démocratie libérale garantit la bonne gouvernance. Donc, la seule leçon, c'est de considérer que dans la gestion stratégique d'un État central, il y a des priorités. Et dans ces priorités, la démocratie ne vient même pas à la 10e position. La démocratie libérale, ça dit sans passant. Parce que tout modèle que l'on choisit pour désigner les représentants légaux pour gouverner un groupe d'hommes, il est démocratique à partir du moment où il permet d'atteindre de bons résultats. La démocratie est un moyen. La démocratie, c'est comme un vélo que tu prends ici, tu prends à Ouaga pour aller à Bobo. Quelqu'un d'autre peut prendre une voiture, un autre peut prendre un avion. Celui qui a un avion peut aller plus vite, mais en cas de crash, personne n'en sortira. La meilleure façon, c'est d'aller à pied. Tu es sûr d'arriver sain et sauf. Peut-être que ça va prendre plus de temps. Mais personne ne doit te dire que si tu n'es pas en avion, tu n'es pas digne de vivre. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Lentement, mais ce qui est sûr, chacun a le droit d'aller avec ses moyens. Quelqu'un peut aller à vélo, l'autre va aller en moto, un autre en avion, l'autre va aller en train. Et ça, c'est ce que la démocratie est. La démocratie n'est pas un modèle exclusif que quelqu'un impose. Si quelqu'un vient ici et vous dit, si tu n'es pas dans l'avion, c'est que tu n'es pas un être humain. Alors que toi, tu n'as pas d'avion. Il est en train de t'imposer une vision du monde qui ne correspond pas à tes moyens. Tu risques de t'endetter pour prendre l'avion, alors que ça ne correspond pas à tes besoins. Mieux vaut aller lentement et sûrement. Et sûrement pour être certain d'atteindre nos objectifs, des objectifs qui nous permettent d'atteindre les meilleures performances sociales. Voilà, donc au regard de nos besoins. Ça sera le dernier mot. Eh bien, 8 jours après le mouvement bloquant, toutes les principales organisations syndicales françaises ont décidé de sortir dans les rues ce 18 septembre 2025 pour dénoncer les orientations budgétaires du gouvernement sortant de Bayrou malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre. C'est une mobilisation monstre qui est attendue et la présence de manifestants radicaux dans les cortèges des grandes villes. Et selon le ministre démissionnaire des Transports, Philippe Bayrou, et ce sera un jeudi noir. On espère que tout se passe bien du côté de l'Hexagone. On ne souhaite pas l'enfer. Oui, il faut souhaiter le meilleur aux populations. Les populations se distinguent évidemment des élites. Parce que les mêmes qui exploitent l'Afrique, comme l'a dit Sankara, ce sont les mêmes qui exploitent les populations occidentales. Aujourd'hui, les puissances d'argent sont très riches, mais les populations sont dans la souffrance en France. Merci, tel qu'on a été d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CAR, 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Merci à vous, Hassan Batuno du Kion. Vous êtes observateur de la scène politique, activiste politique. Merci d'être passé également. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre constante fidélité à nos programmes et à très vite avec d'autres sujets. Débat d'actualité sur la C360.